Bonjour tout le monde. Ravie de vous retrouver en cette semaine assez importante. C'est la seule du calendrier qui est dédiée au cours de philosophie. C'est un projet qu'on avait déjà initié avec Martha la saison dernière puisqu'elle avait proposé de partager son savoir et on s'est dit que plutôt que de faire juste un cours, on allait essayer de faire quelque chose d'un peu plus long sur ce sujet-là et d'un peu plus construit et d'un peu plus profond et d'un peu plus détaillé pour que ça vous fasse vraiment un apprentissage sur le long terme. Donc voilà, c'est le seul format qui se passe comme ça sur 4 jours de suite. Donc bienvenue. J'espère autant que possible que vous arriverez à suivre les 4 interventions puisqu'il y a quand même des liens bien évidemment entre les choses. Donc voilà, Martha, elle est re-participante dans l'aventure. Donc c'est une joie de la compter parmi nous et en plus d'être artiste, donc elle est philosophe. Donc voilà, ça fait aussi partie de l'idée du cercle que les artistes partagent leur savoir aux autres. On a d'ailleurs réussi à initier assez tôt ce partage avec le cours de pratique qu'a donné Sophie à son atelier, qui a rencontré un vif succès. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous souhaitez partager des choses dans vos ateliers aux autres. Là, c'est un format un peu différent puisque c'est pas un cours pratique, mais c'est plus un cours théorique. Donc voilà, c'est chouette. On aime bien varier les choses de toute façon dans le programme. Et je profite de cette intro pour vous rappeler juste 2 petits détails au cas où. Là, normalement, le site est mis à jour avec toutes vos informations, vos photos. N'hésitez pas à vérifier les liens. Il y a quelques petites erreurs du fait du nombre de liens, donc n'hésitez pas rapidement à regarder si tout marche. On a aussi reçu toutes vos photos. Le Discord, n'hésitez pas aussi, si vous n'y arrivez pas, il y a un problème assez récurrent, c'est que vous ne voyez pas les rooms du Discord. Donc ça, il suffit de cliquer à gauche sur le nom, le cercle saison 3 sur la petite flèche de gauche et tout s'affiche. Là, il est très actif pour un démarrage. Donc, il y a plus encore de messages que d'habitude. Donc, c'est super. Mais n'hésitez pas à peut-être regarder certaines rooms un peu plus. En tout cas, moi, toutes les informations que je vous communique passent par là. Donc, c'est quand même un outil assez important à consulter assez régulièrement. Un lundi par mois, le premier lundi du mois, vous aurez le résumé de tout ce qui va se passer dans le mois. Donc ça, c'est lundi prochain. Euh, donc souvent, je vais vous demander aussi de réagir avec des émoticônes aux choses. N'hésitez pas. Je vous rappelle aussi qu'il y a maintenant un fichier avec tous vos contacts, toutes vos adresses, tous vos numéros de téléphone. Donc ça, c'est le cercle.art/artiste. Il y a aussi une carte avec tous vos ateliers. Donc une carte InDesign, enfin PDF, et une carte Google Maps. Donc ça, c'est le cercle.art-carte. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Il y a le cours de Gaga qui a lieu la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à répondre. Enfin voilà, je me permets de vous faire un petit rappel comme on est au début de la saison, notamment pour les nouvelles, pour vous rappeler un peu tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de cours sur le début de l'année. Il y en aura un petit peu moins après. Donc là, ça fait pas mal dans votre agenda, mais essayez de vous organiser quand même parce que cette année, l'agenda, il est un peu constitué comme ça pour qu'à partir de janvier, ça soit vraiment plus la pratique. Et là, beaucoup de partage. On a aussi lancé les visites d'exposition à Paris. C'est un vendredi par mois. Ça aussi, c'est dans l'agenda. Donc, l'agenda du cercle, c'est le cercle.art-agenda pour retrouver les infos. La prochaine, c'est en décembre, je crois le 14 décembre, pour l'exposition de Rothko. Euh, voilà, il y aura bientôt qui arrive aussi dans les prochaines semaines le travail sur le papier de réflexion. Voilà, je me permets de vous rappeler un petit peu tout ça. C'est peut-être des répétitions, mais c'est bien, comme ça vous permet de prendre confiance. Je vais voir un peu comment ça avance pour tout le monde, la prise en main. Éventuellement, je vous proposerai de faire une petite séance si vous sentez que vous avez besoin, que des choses sont pas claires, un peu question-réponse. Si je sens que certaines sont bloquées dans les choses. Alors, si quelqu'un peut répondre sur le Discord à Cathy qui dit qu'il y a personne dans le Zoom. Voilà. Et le Zoom, donc justement pour simplifier, c'est toujours le même compte pour l'instant.
tant qu'on n'a pas des personnes qui s'introduisent dans le Zoom parce que c'est le même code. Donc peut-être à un moment ça changera. Mais voilà, c'est le même Zoom. L'idée aussi, c'est d'avoir des personnes extérieures à nos cours. Il y en a quelques-uns, dont certaines qui sont ici. Donc ça, merci de vraiment régler la participation au cours. Ça fait aussi partie de l'implication qu'on vous demande pour assister au travail qui est fourni. Donc ça, il faut passer par le PayPal, qui est directement dédié à ça. Et moi, je regarde à chaque fois qui est là pour être sûr que les règlements sont faits. Euh, voilà, voilà un petit peu. Je pense que la saison, elle a très bien commencé. Moi, je suis très confiante. Je trouve qu'il y a une bonne énergie. Les mini-groupes aussi sont en place. Vous avez aussi chacune un binôme. Donc ça, normalement, vous avez toute l'information sur qui est votre binôme. C'est à vous d'être autonome, comme on l'a dit dans ce projet aussi. Moi, je vous donne des petites prises en main et puis c'est à vous après de faire le travail. Donc n'hésitez pas à contacter votre binôme. Ça peut être un soutien sur différents aspects dans la saison, pas que sur des conseils sur la méthodologie du cercle ou autre. Faut pas non plus que ça soit, voilà, ça doit pas être une contrainte, ça doit être un échange. En tout cas, moi, je vous souhaite joyeux et dans le partage. Voilà. Donc je vais passer la main à Martha. Je voulais peut-être quand même vous partager peut-être là où on est aujourd'hui, dans les grottes avec donc quatre autres artistes du cercle, qui sont Pazanne, Grand Court Maison, il y a Julie a été dit, il y a Sophie Félix, Joachim qui est là, et il y a Célia Racotondrani. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est la grotte qui va être faite par Pazanne qui a été faite en 2019 pour la première fois. Et là, alors je sais pas qui on va voir. Et après, je te passe la main, Wow. Martha. Mais là, il y a les autres grottes. Donc certaines sont déjà venues, dont Carla. Carla, tu vois, il y a Houssine et ses dromadaires qui étaient là pour nous accueillir. Et voilà, donc c'est les premières heures. Chacune a trouvé sa grotte. Et puis maintenant, le travail va commencer cet après-midi. Voilà. Je passe la main. Je vous dis à très vite. Je regarderai le replay et je vous souhaite un très bon moment à toutes. Profitez bien. Merci Margot, merci beaucoup et à très vite. Voilà, donc bonjour à toutes, merci d'être là. Et je vais me présenter rapidement avant de commencer. Je m'appelle Martha Nijhuis, je suis italo-hollandaise basée en France depuis 2009, donc ça fait un bon moment. J'habite entre Lyon et la Grèce. Et j'ai parmi mes compétences aussi la compétence de la philosophie parce que j'ai suivi un parcours d'études un peu, disons, atypique, au sens qu'en Italie, j'ai fait une école d'art. Ensuite, j'ai décidé de me spécialiser dans la philo. L'une des matières que j'étudiais déjà à l'école, c'était la philo aussi. Donc, j'ai décidé d'aller plus loin là-dessus parce que ça aurait nourri mon travail artistique. Et donc, j'ai fait une licence plus master 1 et 2 en Italie. Et puis, je suis venue en France et j'ai fait un doctorat à Sorbonne Nouvelle Paris 3 en esthétique. J'ai travaillé comme traductrice de livres des psychanalyses et des philosophies de l'italien et du français vers l'anglais. Et puis, je continuais tout le temps à faire des expositions, travailler mes pièces, essayer d'avancer avec mon travail artistique. Grâce au cercle, cette année, j'ai pu décider de me consacrer surtout à l'art. Donc, j'ai gardé de l'enseignement, mais c'est surtout des collaborations un peu de prestige. Et j'ai voulu quitter le travail que je faisais en CDI. Et donc, une raison de plus pourquoi aujourd'hui, pour moi, c'est très important puisque j'ai la possibilité de partager mes connaissances théoriques avec les artistes
qui sont avec moi dans cette belle aventure du cercle. Donc, justement, je vais essayer de partager l'écran tout d'abord. Comme ça, on peut commencer. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, on voit ton écran. Parfait. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des doutes, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, à m'arrêter hein, et à poser des questions. Donc, aujourd'hui, je vous fais juste une petite... Attendez, parce que vous voyez ça hein, en même temps que moi, donc il faut que je le déplace un petit peu. Je vais faire... vous êtes invisible tout de même, donc je vais faire comme ça. Au moins, voilà, vous voyez clairement l'écran. Juste une petite annonce. Alors, j'avais prévu les rencontres une après l'autre. Le premier jour, justement, la rencontre sur le fake. Le deuxième jour, j'avais prévu quelque chose d'autre et je les ai un peu mélangés. C'est-à-dire que demain, au lieu que le travail sur la perspective, je vais faire le travail sur le temps. Et par la suite, je vais faire le travail sur la perspective. Parce que comme ça me semblait plus clair tout l'agencement des différents cours jour par jour, de manière qu'ils se tiennent debout tout seuls, mais en même temps, ça fasse aussi un beau lien des cours un après l'autre. Donc, ça me paraissait plus logique dans la manière dont le discours se déployait d'envertir les deux séances. Donc, en tout cas, aujourd'hui, comme annoncé, on va faire notre cours sur le thème de fake, le vrai et le faux entre renversement et déformation de Platon à l'art contemporain. Et du coup, je vous accompagne avec moi aujourd'hui dans les aspérités d'un paysage décharné, à l'ombre dépouillée d'une plante brûlée par le soleil ou à l'abri nocturne d'un groupe de roches diffusant encore la chaleur de la journée torride. Là, une présence inattendue me surprend. Il s'agit d'un chevalet de peintre et d'un tableau, les deux étrangement à l'aise dans ces milieux déserts et sauvages. Le tableau m'invite dans un autre paysage au ciel nuancé, différent par rapport à celui qui entoure la toile, et pourtant semblable, comme si deux écosystèmes distincts s'est rencontrés dans l'enlacement d'une lumière commune. Ces paysages dans les paysages, quelque part, m'engloutit dans sa fascination et son mystère. Quelle main invisible a tracé ces lignes détrempées avant de les déposer habilement sur la toile? Où se trouve-t-il le lieu qui prend forme dans ces tableaux? Pourquoi ces tableaux a été abandonné dans un milieu qui lui est incongru et pourtant familier? Il n'est pas nécessaire de creuser en profondeur pour répondre à ces questions. Il faut au contraire s'arrêter à la surface, car si l'on parle d'image, il est toujours question de surface. Réalisé par l'artiste américain Daniel Kukla en 2012 durant un séjour dans le Joshua Tree National Park en Californie du Sud, où les déserts des Sonora rencontrent les déserts des Mojave, ces images qui sont réunies sous le titre de The Edge Effect sont des véritables stratifications des surfaces. D'abord, la surface rêche du paysage aride dans lequel s'installent les chevalets. Après, vous avez la surface lumineuse et envoûtante de la toile. Ensuite, la surface diacritique coïncidente avec la tension palpable de la distance proche des deux paysages, celui du tableau et celui qui entoure le tableau. Finalement, vous avez la surface lisse et réfléchissante du miroir. Non seulement le miroir suggéré par la structure de l'image, paysage dans le paysage, mise en abîme, mais aussi celui qui posait sur un chevalet de peintre en se montrant
cacher à nos yeux soi-même, en nous induisant dans l'erreur de prendre un miroir pour une toile. Pour documenter ce qu'en écologie s'appelle l'effet de bordure, the edge effect, c'est-à-dire la transition d'un écosystème à l'autre, pour mettre en image la confluence des deux déserts, le photographe Daniel Kukla s'est servi d'un miroir qu'il a installé sur un chevalet de peintre, immortalisant ainsi sur un seul plan, une seule surface stratifiée, les éléments opposés qui dans ce milieu trouvent leur accord différentiel. Un véritable geste d'artiste, si l'on pense, et il est bien difficile devant ces photos de ne pas y songer à la description du travail de l'artiste que Platon élaborait dans les livres 10 de la République, lieu philosophique où une certaine conception de l'image et par conséquent de la pensée se cristallise pour devenir un point de référence de la réflexion occidentale tout entière. Quand je parle de livres, il s'agit de ce qu'aujourd'hui on appellerait des chapitres. Donc la République est un dialogue de Platon, il est divisé en plusieurs sections, ces sections s'appellent livres. Donc dans le livre 10e de la République a lieu justement cette mise en perspective de l'image d'une façon qui va absolument influencer non seulement la pensée de l'image, mais la pensée tout court dans le monde occidental. Pour Platon, le travail de l'artiste se fait simplement et même très rapidement, si seulement, écrit Platon, tu consens à prendre un miroir et à le retourner de tous les côtés. Très vite, tu produiras le soleil et les astres du ciel, et aussi rapidement la terre, rapidement toujours toi-même et les autres animaux, et les meubles et les plantes, et tout ce dont on parlait à l'instant. Voilà que l'ombre de Platon s'insinue dans le tissu des écritures, des lumières, des photographies de Daniel Kukla. D'ailleurs, comme le philosophe et mathématicien américain Alfred Whitehead l'a bien écrit, la pensée occidentale n'est qu'un grand commentaire à l'œuvre de Platon. En effet, il y a bien des raisons si aujourd'hui encore l'ombre de ces grands philosophes anciens hante notre manière de voir le monde et donc de le penser. Son ombre, il faut bien le souligner. Je n'ai pas dit à la lumière de sa pensée, mais j'ai dit bien à l'ombre de sa pensée, puisque je parle ici du côté obscur de la pensée de Platon, celui qui émerge des failles de sa pensée, justement à partir de sa réflexion sur les images. Comme une espèce de pulsion toujours inavouée, toujours refoulée, qui à un moment donné remonte à la surface. Alors, à la fin de sa vie, Platon avait essayé de modérer certaines des alternatives et des oppositions qu'il avait tracées au cours des longues années de sa recherche. Il avait essayé de nuancer les couleurs, si vous voulez, de ses positions philosophiques, faisant ainsi secrètement glisser sa réflexion vers un type particulier dit de lumière, qui est une lumière, si vous voulez, crépusculaire, au sein de laquelle nous ne sommes pas aveuglés par les ténèbres, mais nous ne sommes non plus éblouis par le soleil de la raison. Donc, une lumière d'artiste qui est tout à fait régnée par sa pensée, à partir justement de ce livre 10 de la République. Une pensée, celle de Platon, qui est connue par préférer des contours nets, d'un savoir déterminé et stable. Une nouvelle lumière, je disais donc, une lumière entremêlée d'ombre qui dure à chaque fois juste, dans la pensée de Platon, juste l'instant d'une incertitude. Et pourtant,
un instant qui se répète, émergeant d'une manière karstique dans l'œuvre de Platon et marquant une zone importante dans la pensée, dans la structure puissante de sa doctrine. Néanmoins, les tensions intimes d'une pensée doivent souvent travailler longtemps avant de déchaîner une réaction, avant de donner lieu aux formes merveilleusement lisses produites par la friction incessante. Attention, parce que là, on va faire une distinction très importante. Platon n'est pas le platonisme. Dans la simplification du platonisme, c'est-à-dire dans la simplification de l'influence que la philosophie de Platon a eue dans les générations des philosophes successives, dans la radicalisation de certaines possibilités ouvertes par Platon dans sa philosophie, eh bien, dans cette simplification, une richesse excédente qui était vivante dans la pensée du philosophe lui-même est complètement perdue. Dans cette radicalisation, les choses sont noires ou blanches, alors que dans la philosophie de Platon, tout est de toutes les couleurs possibles, sauf que tranché en noir ou en blanc. Ce qui survit dans le platonisme par rapport à la philosophie de Platon est une attitude qui, même en dérivant de l'œuvre de Platon, ne met pas du tout en évidence la complexité problématique de la pensée de Platon. Au contraire, il exagère plutôt l'aspect radicalement dualiste qui caractérisera toutes les métaphysiques successives. Dualiste vraiment au sens de noir ou blanc, monde des idées, monde des choses sensibles, connaissance, mensonge, vraiment des oppositions qui sont très, très tranchées dans le platonisme et qui ne sont pas du tout autant tranchées dans la philosophie de Platon, surtout si on lit tous les dialogues et on les met en dialogue les uns avec les autres. Dialogue, dialogue, dialogue. Une autre mise en abîme. Eh bien, face aux images, dans la philosophie de Platon, mais pas dans le platonisme, dans la philosophie de Platon, ce dualisme, le dualisme qui est par contre reconfirmé par le platonisme, finit par vaciller. Comme le montre de manière emblématique justement les pages de la République, livre 10, ainsi que les réflexions élaborées dans le Sophiste, qui est un autre dialogue de Platon, le problème de l'image constitue les soucis irrésolus de la pensée de Platon. Les images n'étaient pas comme les idées. Elles ne se laissaient pas ranger dans la stabilité de l'essence et échappaient, infatigables dans leur devenir, aux catégories de l'intellect. Eidos contre eidolon. Alors, attention parce que j'arrive pas à enlever, et je vais faire comme ça, ce qui vous empêche de bien lire. Voilà, eidos contre eidolon. Idée, forme, essence contre image. La philosophie de Platon dans son ensemble pivote sur cette opposition et sur cette impossibilité. Alors, je vous ai fait un petit schéma là pour me faire bien comprendre. Vous avez eidos d'un côté, vous voyez à gauche, vous avez eidolon de l'autre côté. Vous savez que Platon, il a divisé, il a fait ce geste de démarcation pour diviser le monde en deux, pour diviser, mieux dit, la réalité en deux parties. D'un côté, vous avez eidos, c'est-à-dire l'idée, la forme. De l'autre côté, vous avez l'image, la déformation. Eidos appartient au domaine, là je vous ai mis une série, une liste qui pourrait être continuée encore. Le domaine d'Eidos appartient au domaine de l'intelligible, de l'éternel, de l'immuable, du divin, de la vérité, de l'essentiel. Par contre,
Le domaine d'Eidolon, c'est-à-dire le domaine de l'image, de la déformation, du monde sensible, du monde qu'on touche avec nos sens, est celui qui appartient justement au sensible et du coup au devenir, au corruptible, à l'humain, à la mensonge, à l'accidental. Si vous regardez de manière horizontale le schéma, vous verrez que chaque terme est l'opposé de chaque autre terme. Intelligible contre sensible, éternel contre devenir, immuable contre corruptible, divin contre humain, vérité contre mensonge, essentiel contre accidentel. J'imagine que vous avez toutes entendu parler, on la mentionnera encore après, vous avez toutes entendu parler de l'allégorie de la caverne chez Platon, qui est racontée par Platon dans ce même ouvrage, La République, mais non pas dans le livre 10, mais dans le livre 7. Justement, dans cette allégorie de la caverne, où on a des personnages qui sont enchaînés dans une caverne et qui regardent au fond de la caverne des ombres d'objets transportés par d'autres personnages qui se trouvent également dans la caverne, mais qui se cachent derrière un petit mur pour transporter ces images et les projeter comme des joueurs de marionnettes sur le fond de la caverne, de façon que le premier groupe d'hommes croit que ce qui est affiché au fond de la caverne, ces images projetées, soit la vraie réalité. Et puis, il y a un autre monde dehors, où il y a une vraie lumière de soleil, non pas une lumière de feu comme dans la caverne, et où se trouvent les vraies choses, les essences des choses, la vraie réalité. Justement, cette allégorie montre ce que montrent ces schémas, c'est-à-dire le monde, la réalité se divise en deux, une réalité qui est touchée par mes sens physiques et qui est illusoire, et une autre réalité, c'est-à-dire eidos, qui est la seule vraie réalité. Donc, le monde dans lequel on vit pour Platon est un monde d'illusion. Pour accéder au vrai monde, c'est-à-dire le monde des idées, il faut mourir. Il faut que notre âme s'envole enfin en dehors de notre corps et qui arrive à contempler les idées qui se trouvent dans un lieu qui s'appelle Hyperurane et qui est complètement détaché par le monde sensible que nous connaissons. Eh bien, ça c'est juste pour faire une parenthèse, mais on y reviendra certainement plus tard. Entre 1923 et 1924, un philosophe allemand qui s'appelle Ernst Cassirer sera invité à prononcer un discours. Alors là, justement, je voulais, pour faire suite à la parenthèse, désolée, j'avais oublié d'avoir mis l'image. Là, vous avez justement une illustration de la caverne platonicienne. En bas à gauche, vous voyez les hommes qui sont enchaînés. Ça ne se voit pas trop bien, ils sont enchaînés assis comme dans une salle de cinéma, si vous voulez. Vous voyez qu'à droite, il y a un feu et interposé entre la paroi du fond et le feu, il y a des hommes debout qui sont en train de transporter des figurines. Ces figurines s'affichent sur le fond de la caverne et ces hommes qui sont assis, comme ils sont enchaînés, ils ne peuvent pas regarder ailleurs et donc ils croient que ces ombres sont la vérité de leur réalité. Et il y a des experts parmi eux, etc. Et ils croient que ce qu'ils disent ces experts, c'est la vérité. Mais on découvre en sortant de la caverne qu'il y a tout un autre monde dehors. Il y a un vrai soleil au lieu que la copie d'un soleil qui serait le feu. Et il y a des vraies choses qu'on aperçoit tout d'abord si on sort de la caverne uniquement par leur reflet dans l'eau, par leur ombre au sol, mais doucement, le regard va s'habituer à la grande lumière du soleil. On va découvrir qu'il y a un monde plus authentique, un monde vrai qu'on ne connaissait pas. Le problème, c'est évidemment quand l'homme qui a réussi à échapper sort de la caverne et rentre de nouveau pour amener la vérité aux autres.
Une fois rentré, il ne sera plus en mesure de voir parce qu'il sera aveuglé par les ténèbres et les autres vont se moquer de lui et enfin, ils vont le tuer. Donc, vous voyez, le fait d'apporter la vérité, c'est jamais une position facile à assumer. Je vous ai mis un petit QR code. Si vous voulez, vous pouvez bien prendre une petite capture d'écran parce qu'on n'aura pas le temps maintenant, mais il y a sur Internet une magnifique vidéo racontée par Orson Welles. Donc, pour tous ceux qui ont vu dans ces schémas platoniciens une espèce de proto-cinéma, il y a la voix de Orson Welles qui raconte l'allégorie de la caverne. Et c'est très bien fait avec un dessin animé très joli et très clair. Donc, je vous invite à aller voir plus tard peut-être cette petite vidéo qui va vous rappeler des souvenirs d'école, parce que sûrement au lycée, vous avez dû voir l'allégorie de la caverne, mais là, vous allez reprendre vraiment tous les termes dans le détail grâce à ces 10 minutes de vidéo. Eh bien, je vous disais qu'en 23-24, ce monsieur que vous voyez à gauche, Ernst Cassirer, est invité dans le lieu qui vous voyez à droite, qui n'existe plus à Hambourg où il était, c'est-à-dire la bibliothèque Warburg, qui a été transférée à Londres avec toute une histoire que j'ai malheureusement pas le temps de vous raconter parce que c'est une histoire passionnante, mais en tout cas, les nazis approchaient et a réussi à ramener tous ces livres en Angleterre, donc la bibliothèque existe encore à Londres. Mais à cette époque, il avait été invité justement à Hambourg par Aby Warburg dans sa bibliothèque à donner une conférence. Ce discours est devenu célèbre justement sous le titre de Eidos et Eidolon. Eidos, je le rappelle, l'idée, le mot idée, qui est un mot tout à fait platonicien. Platon utilise ce mot comme base de sa philosophie. Le monde des idées est ce monde illuminé par le soleil, non pas celui illuminé par le feu à l'intérieur de Berne. Eidolon, par contre, est l'image. Et l'image appartient au monde illuminé par le feu dans la caverne. L'image, c'est ce reflet illusoire. C'est cette copie illusoire de ce qui se trouve en dehors. Donc, dans Eidos et Eidolon, le problème du beau et de l'art dans les dialogues de Platon, Cassirer esquisse un panorama extrêmement complet et rigoureux du refus platonicien de l'art. Parce que Platon, en disant, oui, bon, l'artiste, c'est juste ce type qui se tourne de partout avec son miroir et en un clin d'œil, il a déjà refait la réalité, mais ce n'est pas une vraie réalité, c'est une réalité illusoire. Eh bien, par là, Platon est en train de refuter fortement la figure de l'artiste. Imaginez que à l'époque des Grecs, l'art, c'est pas l'art comme on la pense aujourd'hui. L'art, c'était la techné. Donc, c'était, si vous voulez, c'était pas ces trucs inspirés où on trouve l'essence des choses. C'était pas du tout ça. C'était plutôt un savoir-faire, une techné. Vous voyez, vous sentez le mot technique dedans. Donc, c'était quelque chose qui servait à savoir faire des images, à savoir produire des images. Eh bien, même si on parle de art d'une façon tout à fait différente, Cassirer, il est en mesure de parler justement du problème du beau et de l'art dans les dialogues de Platon. Parce que quand même, la question de la beauté du travail artisanal était présente même à l'époque. Donc, le savoir-faire technique, le savoir-faire art, le savoir-faire artistique était quand même lié à une savoir bien faire son travail. Donc, quelque part, même si la définition d'art est glissante dans l'Antiquité, on peut tout à fait la rapprocher à l'art actuel sous ce profil du refus. Eh bien, ce qui fait Cassirer, qui je trouve extrêmement intéressant pour nous, est qu'il fait émerger des dialogues de Platon, de l'ensemble des dialogues de Platon qui lie avec une lucidité incroyable toutes les tensions internes à cette position de refus pour les images et pour l'art que Platon
par contre, mène de façon très convaincue, apparemment très convaincue. Nous arrivons par la lecture de Cassirer à entrevoir toute une série d'éléments de fascination secrète et très problématiques que Platon, contre son gré, ressentait quand même pour les images. Pourquoi j'insiste sur tout ça? Parce que si nous, on est porté à dire ah oui, mais ça c'est juste mon image dans le miroir, c'est pas moi, c'est juste mon image. Ou encore, il y a quelques années, j'étais allée voir une exposition au Planétaire de Lyon et il y avait une image qui était artistique, qui était composée d'une bouteille, d'une vraie bouteille, et d'une série d'images numériques qui rentraient dans la bouteille comme si elles étaient physiques. Or, le médiateur culturel, il a dit, oui, la bouteille, elle est vraie, mais les lettres et les symboles que vous voyez y rentrer ne sont que des images. Alors, si on dit encore aujourd'hui ça avec notre langage, c'est que pour Platon, l'image était quelque chose de secondaire, était quelque chose de illusoire. Ça ne faisait pas partie de la vraie réalité. Et donc, c'était quelque chose qui avait un statut moins important, défectueux, corruptible, et qui donc ne devait pas nous tromper. Donc, c'est pour ça que Platon, dans le livre 10 de la République, bannit les artistes de la ville idéale. Il arrive à ce point, il les considère dangereux pour la société idéale qu'elle est en train de tracer dans la République. Donc, imaginez à quel point ces jugements ont influencé toute la philosophie à venir, au point que, justement, on parle toujours de savoir épistémologique, mais dans ces savoirs épistémologiques, il n'y a jamais une place pour l'art. L'art est considéré toujours un peu comme quelque chose de naïf qui n'a pas de place dans une vraie culture forte. Et ça, c'est vraiment le platonisme. Pas Platon, parce que comme je vous le disais, il y a toute une série de tensions qui font que Platon était un iconoclaste qui secrètement aimait les images. Et là, on va voir ça. D'après Cassirer, le grand génie de Platon se déploie dans le fait même d'avoir su exprimer par une variation linguistique extrêmement subtile, vous trouvez là la citation, une différence de signification qui n'a pas chez lui son pareil en précision et en prégnance. Eidos et eidolon, deux termes qui procèdent de la même racine linguistique, qui tous deux se développent à partir d'une signification fondamentale du voir, idein. Vous voyez, eid, idos, et eid, olon. Hein? Vous voyez, c'est id se répète dans les deux mots qui signifient deux choses opposées. Forme, essence et idée, et de l'autre côté, image, accident, déformation. Ce id met en commun les deux mots, qui veulent par contre dire deux choses opposées. Donc, dit Cassirer, tous les deux se développent à partir d'une signification fondamentale du voir, du idein, qui veut dire justement voir, et qui cependant renferme, selon Platon, dans les sens spécifiques qu'il donne, deux qualités opposées de la vision. Là, je vous ai mis deux petites images plutôt bêtes pour vous faire comprendre qu'une qualité du voir est impliquée dans les deux notions, eidos et eidolon. Eidos implique une qualité du voir qui est la vision par, si vous voulez, le troisième œil, l'œil de l'esprit. Alors que le eidolon est une vision qui se déclenche à partir des yeux charnels, des yeux physiques. Donc, c'est la vision, la perception directe, l'aesthésis, donc la sensation que j'ai à travers mes yeux. Donc, ces deux façons de voir indiquent de manière différente de concevoir la réalité. D'un côté, l'idée, la perfection, le temps de la divinité, l'éternité. De l'autre côté, l'image, l'imperfection,
le devenir contre l'éternité. Justement, nous pouvons voir à travers nos yeux, dit Platon, mais nous pouvons voir aussi à travers notre esprit. Dans le premier cas, se montre la passivité de la perception sensible correspondant à l'eidolon, donc l'image de l'œil charnel que vous voyez là. Et dans le second, que vous voyez à gauche, donc l'eidos, la vision qui est dite eidétique, la vision de eidos, c'est-à-dire une vision qui a à faire avec ce que l'esprit peut saisir de plus parfait, ce que l'esprit peut saisir avec la puissance de l'intellect. Voilà, on pourrait dire comme ça. Je ne voulais pas trop utiliser le mot intellect parce que c'est un mot un peu controverse dans l'Antiquité, mais voilà, c'est pour nous comprendre plutôt que de l'utiliser d'une façon technique, je l'utilise d'une façon langage courant. Eh bien, Platon est le premier à voir que la reconduction de l'être à l'élément concret, ce qui avait été fait par tous les présocratiques, ainsi dit, donc ces philosophes qui viennent avant Platon, avant Socrate qui était le maître de Platon, il est le premier à voir qu'il faut s'éloigner de toute reconduction à l'être en élément concret. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, les présocratiques? Ils avaient dit l'être, c'est-à-dire le principe de toutes les choses, c'est par exemple dans les éléments. Il est l'eau, l'air, le feu, comme vous voulez. Il y a de toutes théories possibles. Mais souvent, justement, c'était des théories qui tendaient à voir l'origine des choses, le principe de toutes les choses, et donc l'être même des choses, dans des éléments concrets. Eh bien, lui, il crée une grande distance, Platon, par rapport aux présocratiques qui cherchent dans le sensible même le principe de celui-ci. Et donc, qui cherche un principe qui, en tant que tel, pour Platon, ne pouvait pas être sensible. Parce que, si on veut, le principe d'une chose ne peut pas, pour Platon, être contenu dans la chose elle-même. Ça doit être quelque chose qui, de l'extérieur, donne la direction. Et donc, pour lui, ça ne pouvait pas être, comme le disait le présocrate, qu'il y a une base élémentale dans l'origine de toutes les choses, dans l'être et l'essence de toutes les choses. Voilà, c'est la grande innovation de la doctrine platonicienne, qui est celle de élever pour la première fois, non, c'est trop tôt ça, c'est d'élever pour la première fois la considération philosophique de la sphère de l'être vers celle de la forme. Forme comme quelque chose qui, justement, comme un moulage qui imprime sa forme aux choses. Mais le moulage n'est pas la chose elle-même, ça doit être quelque chose d'ultérieur. C'est pour ça que, selon lui, ce moulage, on ne peut pas le trouver dans le monde sensible lui-même. Le monde sensible doit être fait d'après ces moulages, mais ce moulage doit être préalable. La notion de forme, d'après le philosophe italien Mauro Carbone, qui lit à son tour Cassirer, est la plus fondamentale de la pensée philosophique. Et c'est la notion de eidos. Alors, je comprends que ce que je suis en train de vous raconter maintenant, ça a l'air très technique, ça a l'air très théorétique, compliqué, tout ça. Je vais juste vous donner un exemple du langage courant pour vous faire comprendre à quel point tout ça imprègne notre langage même, la manière dont nous nous exprimons tous les jours. Quand on se dit des choses comme « Ah, j'ai eu une idée », là, on est en train d'être platonicien déjà, parce que c'est Platon qui a inventé l'idée.
comme quelque chose d'intelligible. Quand on dit des choses comme « Ah, j'ai trouvé mon âme sœur », on est en train de citer Platon, parce que c'est Platon dans le banquet qui imagine cette histoire de la pomme qui est coupée en deux et toute leur vie, les deux moitiés de la pomme essayent de se rejoindre. L'un étant le modèle parfait qu'ils essayent de récupérer. Donc, à chaque fois qu'on utilise déjà le langage courant, quand on va au musée, il y a marqué sens de la visite. Le sens est quelque chose qui s'est fait à partir d'un principe d'immobilité. Parce que le sens, je peux le faire du moment où je sais qu'il y a un nord, un sud, un est et un ouest. Si les choses ne sont pas stables, je ne peux pas m'orienter. Eh bien, ces pôles d'orientation, c'est justement eidos. Donc, à chaque fois qu'on parle, qu'on pense dans notre manière de parler et de penser occidentale, on est en train de faire référence à Platon. C'est pourquoi Whitehead disait « Toute la philosophie n'est qu'un grand commentaire à l'œuvre de Platon ». Et c'est pourquoi nous pouvons dire que notre façon de raisonner est une façon platonistique de raisonner. C'est-à-dire qu'on prend de Platon certaines oppositions, eidos et eidolon, mais après, on n'y voit pas toute la complexité qu'il y avait dans la pensée de Platon. Ça pour résumer et pour ramener aussi vers des horizons moins abstraits, parce que je comprends que ça peut être un peu abstrait. Si vous avez des questions, je vous prie d'ouvrir les micros et les poser, parce que je ne vois rien là. Je vois juste mon PowerPoint, je ne vous vois pas et je ne vois pas les messages sur la chat. Donc, si jamais, n'hésitez pas à m'interrompre. Eh bien, pour Platon, je disais, le monde eidétique et eidos est le monde intelligible et vrai, stable, éternel. Il s'oppose au monde, justement, de la sensation, qui, au contraire, est en devenir constant, est corruptible, est mortel et est trompeur. Il s'agit, pour Platon, dans sa philosophie, de fixer une limite au chaos de l'indéterminé, au chaos de l'instable. Il s'agit pour lui d'ordonner la réalité selon un principe de détermination solide, justement pour trouver un sens, une direction, pour savoir s'orienter dans cette réalité. En effet, pour Platon, dans le devenir, il ne peut pas y avoir une connaissance vraie. Platon en fut convaincu jusqu'à sa vieillesse. C'est la notion même de la connaissance qui consiste à exclure celle de devenir. Le vouloir dans la forme pure d'une éthique irréprochable et le savoir dans la forme pure de la connaissance mathématique constituent pour Platon les domaines par lesquels il est possible de déterminer cette persistance, garantissant la consistance logique qui seule nous permet de parvenir à la stabilité des lettres. Pour vous le dire de manière moins compliquée, pour Platon, si on veut accéder à la vraie connaissance, on ne peut pas se baser sur ce qui glisse tout le temps. Le sensible, le monde de Eidolon, il glisse tout le temps. Il y a une chose sur laquelle nous pourrons tous être d'accord, c'est que dans le monde, il n'y a pas une chose qui est pareille à une autre. Et ce moment, dès que je le nomme, il est déjà passé. Et donc, il y a ce mouvement continu, ce devenir continu. Le temps, si vous voulez, le temps du devenir, qui n'est pas le temps de l'éternité. Donc, dans ce monde-là, le temps de l'éternité n'existe pas. Il existe le temps du devenir. Cela fait qu'il est impossible de s'arrêter un instant et de revoir le monde tel qu'il était 2 secondes avant.
cela pour Platon ne peut pas impliquer la possibilité d'une vraie connaissance, d'une connaissance stable, fixe, immuable. La connaissance évolue tout le temps et il n'y a jamais la possibilité de mettre une empreinte qui soit sûre. C'est pour ça qu'il faut baser sur autre chose notre connaissance. Cette autre chose sur laquelle se peut baser notre connaissance, ça doit partager avec l'être qui est à la base de toutes choses, c'est-à-dire eidos, la forme par excellence, le moulage. Ça doit passer justement par les principes qui font que eidos soit une idée, une forme, quelque chose d'immuable, etc. Et donc, ce sont des principes uniquement intelligibles. Si l'homme a la possibilité de saisir quelque chose de cette connaissance, c'est uniquement parce que, quelque part, son esprit excède son incarnation. Et cela est grâce au fait que Platon croit à la réincarnation. Du coup, notre âme, avant de rentrer dans notre corps, elle a pu contempler à un moment donné les idées. Et c'est pour ça qu'elle amène avec soi une réminiscence qui fait que je puisse reconnaître certaines dynamiques parfaites, même dans les mondes sensibles, qui me reconduisent à l'idée, à l'eidos, à la vraie connaissance. Il y a un exemple qui est très bon que Platon utilise pour nous faire comprendre l'exigence de penser à un monde ultérieur par rapport à celui dont on peut avoir une connaissance directe, c'est-à-dire le monde des eidolon qu'on aperçoit par nos sens et donc dont on peut avoir la connaissance directe. Ce monde ultérieur, cet exemple que Platon donne, c'est l'exemple des deux gouttes d'eau. Platon, il dit, quand on voit deux gouttes d'eau, on sait qu'elles sont semblables, qu'elles se ressemblent énormément, mais on sait aussi que ce n'est pas la même goutte d'eau. C'est-à-dire, on arrive à comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas la même chose. Donc, comme dans le monde, même les deux gouttes d'eau qui se ressemblent énormément ne sont pas la même chose, où est-ce que j'ai pu voir la même chose, la chose elle-même? Où est-ce que j'ai pu apprendre cette idée de mêmeté si il n'y a pas mêmeté dans ce monde dont je peux avoir une impression par mes sens? Ça a dû se passer ailleurs, dit Platon. Et alors, ça a dû se passer dans un monde différent, qui est le monde des idées. Et ça a dû être quand je n'étais pas une âme rejointe à un corps, mais j'étais une âme désincarnée. C'est par là que Platon trouve la nécessité. Il y a aussi un autre exemple qu'on trouve dans le Phédon, et c'est l'exemple de l'esclave qui n'a aucune éducation et pourtant, il arrive à résoudre des simples problèmes de mathématiques. Comment ça se fait qu'il arrive à avoir une logique qui ne lui a jamais été enseignée? Cela est parce que quand il était une âme désencharnée, après sa vie précédente, il a pu voir des choses, il a pu voir les idées qui se trouvent dans le monde des idées. Après, évidemment, quand il s'est réincarné, il a tout oublié à cause du traumatisme d'avoir rejoint un nouveau corps, mais il reste des réminiscences. Et ces réminiscences lui permettent d'avoir une empreinte eidique, même en étant un eidolon, c'est-à-dire même en étant une copie, un calque, une seconde chose. Est-ce que jusqu'à là, tout va bien? Vous me donnez un petit retour. Est-ce que je suis claire? Oui, super clair. Ça Merci. va? C'est pas trop technique? Non, tu expliques très bien, personnellement, je trouve. Okay. Alors, il faut considérer par contre qu'il y a des domaines où une telle configuration fixe et véritable de l'être ne persiste pas. En ces domaines, le mouvement des représentations et de l'imagination nous offre simplement l'image
illusoire d'une telle configuration. Il s'agit des domaines que Platon reconduit à la nature et à l'art, qui coïncident avec le champ de l'image, où un logos, un discours stable est inexistant, et où la doxa, c'est-à-dire l'opinion subjective et la conjoncture, règne en maître. Donc, l'opposition entre eidos et eidolon coïncide avec l'opposition entre la épistémé, c'est-à-dire la science, et la doxa, c'est-à-dire l'opinion, qui appartient plutôt au monde de Eidolon. Dans le monde d'Eidolon, il y a certaines choses qui, justement, trahissent l'existence de Eidos, mais quand même toujours en passant par cette partie glissante qui va avec la matière elle-même, la nature de la matière elle-même, qui est une nature éternellement dévenante. Pourtant, Cassirer nous montre que si Platon refuse complètement la nature comme quelque chose, l'art comme quelque chose dans lequel on ne trouvera jamais un reflet de Eidos, Platon, il sauve un petit peu de la nature en disant dans la nature, il y a quand même des éléments qui nous reconduisent à Eidos si on arrive à regarder outre qu'avec les yeux charnels, avec l'œil de l'esprit. Si on arrive à regarder aussi par là, on peut entrevoir la présence nécessaire de Eidos. Il s'agit évidemment d'exemples chez Platon qui expriment au plus haut degré le contraste entre forme sensible et forme eidétique. Mais il montre ces exemples qu'une médiation entre ces deux mondes n'est pas seulement possible, mais encore exigée, nécessaire. Parce que justement, s'il y a un eidos qui se trouve ailleurs, un monde des idées qui se trouve ailleurs, et que moi je suis dans Eidolon, et je ne peux voir autre chose que Eidolon, et donc soit la nature, soit l'art, parce que c'est ça, le monde de la perception, c'est ça, eh bien, comment je peux voir l'intuition de Eidos, comment je peux faire le lien, avoir une voie de passage vers Eidos. Eidos reste inaccessible durant la vie charnelle du corps, durant la vie mortelle. Il devient accessible uniquement après la mort, mais ça voudrait dire qu'il n'existe pas la possibilité de connaissance dans cette vie-là. Alors que pour Platon, cette possibilité quand même existe. Et alors, comment elle peut exister s'il n'y a pas de porosité, de passage entre les deux mondes? La possibilité d'atteindre une vraie connaissance existe puisque Platon décide qu'il y a certaines choses dans la nature qui se sauvent. Il y a certaines choses qui ont une porosité entre les deux mondes, qui ont une voie de passage. Poros en grec, porosité, poros en grec veut dire passage. Donc, la théorie des idées de Platon est autant régie par la séparation entre idées et apparitions que, dit Cassirer, par la pensée de leur liaison, d'une porosité entre les deux. Et voilà, c'est ici que Platon dépasse le platonisme. Voilà sa complexité, la complexité de sa pensée franchissant certaines assumptions tranchantes et simplistes de son héritage qu'on appelle le platonisme. Même dans son devenir, la nature laisse transparaître quelque chose, écrit Cassirer, de permanent. En sa cyclicité, qui peut s'observer particulièrement dans les mouvements des astres, dans l'agencement des saisons, dans sa cyclicité se révèle la présence cachée
d'un certain ordre stable. Si la nature peut devenir un problème mathématique, c'est là la jonction, c'est là la porosité, c'est parce qu'en elle, on peut dépister une référence propre à la mathématique. Comme l'observe encore Cassirer, du Phédon à la République et au Timée, tous des dialogues, la maturité de Platon, on peut suivre le développement déterminé d'un problème où s'accomplit par le moyen de la mathématique la réconciliation progressive entre le royaume de la nature et le royaume des formes pures, c'est-à-dire le royaume de Eidos, le monde des idées. En transformant les choses de la nature en des problèmes mathématiques, Platon arrive à les considérer d'un point de vue complètement renouvelé, sans pour autant se détacher du principe de sa doctrine, c'est-à-dire en résistant à la tentation présocratique de lire l'être selon un schéma sensible, c'est-à-dire l'être est le principe, l'archet est dans l'eau, l'archet est dans le feu, etc. Il résiste, Platon, au fait de lire l'être, c'est-à-dire la raison ultime de toutes les choses, selon un schéma sensible. La théodicée du devenir assume chez Platon le contour du temps en tant que copie mobile de l'éternité. Ainsi écrit Cassirer. Le temps, le devenir, serait une copie mobile, devenir donc motion, de l'éternité. Quelque part, il suit exactement la même logique, justement, de la séparation eidos-eidolon, de ce qu'on a vu avec les ombres de la caverne, où justement les objets que vous voyez apportés par les Monsieur Debout sont copiés sur le mur de la caverne, mais de plus, les objets qui se trouvent à l'extérieur sont copiés dans les figurines que les hommes portent pour en faire des ombres. Donc, il y a tout un raisonnement de original et copie qui persiste et qui se repropose tout le temps. Eh bien, le temps lui-même devient comme un modèle qui se trouve dans le monde des idées sous forme d'éternité, qui est copié dans le monde du sensible de façon évidemment imparfaite et donc mobile. En ce sens-là, il s'agit d'une copie mobile de l'éternité, une image de l'éternité et de l'un qui reste en lui-même, image qui progresse suivant le nombre. Donc, il s'agit, pour le dire en d'autres mots, d'un éternel retour du même. Cette copie mobile de l'éternité est un éternel retour du même. Le cycle des saisons, le cycle cosmique, ce sont des éternels retours du même. Ce sont des copies mobiles de l'éternité, dépistant dans le devenir un caractère essentiellement stable. Vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas évident ce passage, mais du moment où j'essaye, si j'étais quelqu'un qui essayait de copier l'éternité, quel moyen est-ce que j'ai d'essayer de copier cette éternité, sinon de répéter tout le temps le même geste? C'est une copie mobile de l'éternité. Si je continue à faire ça toute ma vie, j'essaye de copier justement l'éternité avec les moyens mobiles qui sont à ma disposition. La crainte de la nature, écrit Cassirer, comme ce qui est simplement sensible, a maintenant disparu. L'image de la nature comme image est finalement devenue l'image de quelque chose de purement intellectuel. Et étant une image de quelque chose de purement intellectuel, elle peut être connue par l'œil de l'esprit et donc c'est connecté justement au monde des idées. Une vraie connaissance, malgré le fait de me trouver dans un monde trompeur. Le problème de l'art, pourtant, demeure, parce que là, on a pris en examen la nature, eh bien, la nature, on a pu la reconduire à tout un système mathématique, mais
le problème de l'art demeure. Et il nous montre d'ailleurs l'âpreté du contraste entre Eidos et Eidolon, avec l'intention de conférer. Alors, ce qui se passe, je fais un pas en arrière, ce qui se passe pour Platon, et à mon avis, il faut lire la République à la lumière du Timée. Le Timée est un texte qui a été écrit après. La République, elle a été écrite avant, mais évidemment, Platon pensait déjà à certaines choses qu'il a écrites par la suite dans les Timées quand il a rédigé la République. Sinon, il y a des passages qui ne se comprennent pas dans la République. Ils se comprennent uniquement si on lit le Timée. Eh bien, ce qui se passe est que dans le Timée, Platon raconte le mythe des fondations du monde. Donc, la création du monde qui a lieu, d'après lui, par un dieu qui s'appelle le démiurge. Le démiurge est un dieu sculpteur. Donc, vous voyez là déjà un premier contraste parce qu'il élimine les artistes du monde de la République, donc de l'État idéal, du gouvernement idéal, de la ville idéale, mais le dieu qui crée le monde, pour lui, c'est un artiste parce que c'est un dieu sculpteur. Eh bien, les démiurges, ce dieu sculpteur, a l'intention de créer une image du monde des idées qu'il peut contempler, lui, puisqu'il est un dieu. Donc, il habite le temps de l'éternité et il est éternel, il est immuable lui-même, il est immortel et donc, il fait partie de ce monde des idées. Donc, il peut le contempler. Eh bien, lui, il décide de prendre de la matière et d'en faire le monde du sensible. Eh bien, le monde du sensible sera forcément un monde en devenir puisque la matière est quelque chose qui, par sa nature, est devenante. Avec l'intention de conférer au monde la meilleure des formes possibles, le démiurge avait donc produit une copie fidèle du monde des idées. Mais l'artiste, en s'inspirant du monde sensible, produit des copies de copies. Donc, il s'éloigne ultérieurement. Donc, c'est comme si le Dieu, il crée, le Dieu, il crée dans le monde du sensible le creux. L'homme, l'artisan, disons, qui regarde ce creux, il le voit par exemple dans la terre, il voit que quand il pleut, ça crée des espèces de conteniteurs de l'eau. Il le voit de façon macroscopique, l'idée des creux, il la voit dans un lac ou dans la mer. Donc, il y a un gros bassin qui contient l'eau. L'artisan s'en inspire et donc il crée, par exemple, un verre qui puisse contenir, qui est un répliquant, vous voyez, l'idée des creux. Donc, le démiurge a vu l'idée des creux, il l'a mise en pratique avec la mer, avec les bassins d'eau, etc. L'œil de l'artisan regarde et il fait un verre. Donc, encore une fois, il fait quelque chose qui est utile quand même à la vie parce qu'un verre nous est utile. Nous y buvons, nous pouvons faire la nourriture dans un bol, etc. Ce qui fait l'artiste est par contre de copier le verre sur une toile. Et là, ça ne sert plus à rien. C'est une illusion. C'est une image qui est une copie de la copie de la copie. En troisième degré, il s'éloigne de la vérité de l'idée de creux, donc de la vérité de Eidos. Donc, l'artiste, pour Platon, c'est celui qui nous enfonce le plus dans l'abîme de la doxa, de l'opinion. C'est pourquoi Platon bannit les artistes de la vie idéale et les disqualifie en les assimilant implicitement aux sophistes. Le sophiste, c'est le faux philosophe, c'est celui qui manie la pensée pour manipuler justement les autres, mais sans attendre à la vérité des choses et donc sans fournir une vraie connaissance des choses. Créateurs d'apparence, c'est ça qui est les sophistes, tout comme les artistes sont, des créateurs d'apparence, enchaînés à l'esclavage de la mimésie, c'est-à-dire de l'imitation, et à son aura mensongère. Au début du livre 10 de la République, Platon explique que l'artiste s'éloigne de la vérité justement de ces trois degrés. Du coup,
Les images pour Platon sont des miroirs aux alouettes. Les images artistiques sont des miroirs à alouettes qui sont faites pour nous faire tromper. Par contre, le savoir-faire de l'artiste a un caractère presque miraculeux pour Platon, parce qu'il se dit, comme la divinité, l'artiste est en mesure de créer un monde, sauf que le monde qui crée l'artiste est un monde tout à fait illusoire, parce que l'artiste façonne les formes concrètes à partir des formes élaborées par l'artisan qui a élaboré les siennes à partir des formes élaborées par les démiurges, qui a élaboré les siens à partir des formes données, pas élaborées parce qu'elles sont déjà données parfaites dans le monde des idées. Socrate montre, Socrate est l'un des personnages justement de la République, montre à Glaucone, son interlocuteur dans les dialogues, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, que n'importe qui peut acquérir ces savoir-faire miraculeux de l'artiste. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre un miroir, de le tourner partout et de le tourner même vers soi pour arriver à créer soi-même. Ainsi, pour Platon, l'artiste est justement un producteur uniquement d'apparence, mais pas des substances. C'est vrai qu'en regardant les images de Daniel Coukla que je vous ai montré tout à l'heure, nous nous étions initialement trompés en voyant un tableau là où il y avait un miroir. Mais une fois dévoilé le trucage mis en scène par l'artiste, l'image s'est fait, si possible, encore plus intrigante. Je vous reprends l'image, les deux images-là. En effet, elle nous montre quelque chose que seule l'image pouvait donner à voir, la coprésence sur un plan unique des deux univers distincts, les deux déserts confluents. L'image sera ici la création d'une vision différentielle ouvrant un horizon de sens que sans elle aurait été inaccessible. La vision dans le miroir mise en œuvre par Koukla de manière tout à fait conséquente à la façon de travailler que Platon estimait typique de l'artiste, rend évident contre Platon son statut finalement non mimétique, un statut qui ne va pas dans la direction de l'imitation. En effet, même en repliquant chaque détail du paysage en face, le miroir de Koukla, plutôt que de le représenter, de le présenter à nouveau, le présente comme quelque chose d'inédit grâce au montage qu'il crée en faisant réagir sur un seul plan, et je parle de montage vraiment presque en sens cinématographique, en faisant réagir sur un seul plan les tensions entre les paysages des deux déserts. Chacun des deux paysages est mis en valeur par la présence simultanée de l'autre, donnant ainsi une vision nouvelle, créatrice de perspectives explorées. Une opération analogue à celle réalisée par Koukla est mise en place par un autre photographe qui s'appelle Brad Farwell, un artiste photographe américain dans un projet de 2011 intitulé Mirrors Displacements on Governor's Island. Il positionne, comme s'il s'agissait des tableaux dans une exposition de rue, des petits morceaux de miroirs carrés, en les posant soutenus par un appui vertical sur la pelouse d'un terrain de jeu ou en les accrochant au grillage qui protège les bâtiments semi-déserts. Vous voyez là, ce sont ces deux images que je vous ai mises. Farwell oriente le miroir vers le côté peuplé de la rue et introduit ainsi le mouvement dans l'image immobile des bâtiments vides. Les gestes ordinaires de la vie de tous les jours, coupés dans leur contexte et juxtaposés par leur image reflétée, la fixité spectrale d'un lieu désert, assument un nouvel statut, sortant d'habituel pour devenir des présentations uniques d'un instant fugitif. Une dame se promenant au bord de la mer, vous la voyez là à droite, des enfants qui jouent, peut-être c'était dans l'autre image, oui, à gauche.
Vous voyez même la statue de la liberté, etc. Vous voyez plusieurs images, un bateau qui passe, etc. Euh, le photographe lui-même, en train de réaliser son œuvre, il peut s'impliquer dans cette image et se replie ainsi sur les briques aveugles des constructions endormies, amplifiant notre regard par la fragmentation, le rendant faceté, rappelez-vous de ce mot, faceté et réceptif. En 2011, Daniel Burin réalisait dans le cadre de l'exposition Architecture contre architecture transposition au Centre Pompidou de Metz, une installation spectaculaire qui était intitulée La ville empruntée, multipliée, fragmentée, travail en situ. Burin se sert, vous voyez, de la vue imprenable sur Metz, dont on peut profiter depuis la position splendide du musée, pour en proposer un contrepoint. L'artiste emprunte la baie vitrée et les paysages qui se trouvent derrière pour les fragmenter et les multiplier à l'infini grâce à un immense jeu de miroirs. Encore une fois, l'artiste qui se sert du miroir comme le fait l'artiste de Platon, mais en créant une perspective toute nouvelle contre Platon. Devant ce tableau de reflets investi de la lumière du jour, les visiteurs se transforment en silhouettes noires, devenant ainsi partie du tableau lui-même. Fragmentée et multipliée, la ville se montre en un seul coup d'œil dans son dynamisme et ses contradictions. Les hommes parcourant l'image miroir, loin d'y retrouver leur identité, sont transformés par l'effet des contre-jours en des figures anonymes et en tant que telles, chacune en une figure plurielle qui pourrait être n'importe qui. Loin d'être un geste mimétique, comme l'accusait Platon, ne produisant qu'une simple copie trompeuse du monde, celui de l'artiste en se servant du miroir est un geste produisant une vision à mesure d'ouvrir à une réception amplifiée du monde. Mais cette vision augmentée par la déformation, comme on le verra bientôt, se réfère à un ordre particulier d'images que dans le dialogue intitulé Les sophistes, Platon considérera bien plus dangereux que les autres. En effet, il y a chez Platon, j'ai déjà fait allusion, une tentative de mitiger son refus des images qui se résoudra dans la possibilité d'en mettre certains types pour en refuser d'autres de manière, si possible, encore plus forte. Donc là où Platon admet ces images qui nous montrent en filigrane la perfection mathématique selon laquelle la nature a été conçue par le démiurge, alors ces images-là vont bien. Les autres, celles qu'il qualifie de trompeuses, il les refuse avec une force énorme. Cependant, comme le souligne Cassirer, plus il met fermement en garde contre l'œuvre illusionniste et magique de l'art, plus on sent combien il est lui-même pris par cet effet magique et combien lui est difficile de s'en libérer. Dans De la République jusqu'au Phèdre et au Phédon, tout ouvrage de Platon, Cassirer dépiste les points où se touchent, se réconcilie en Platon, même toutes ces oppositions que sa philosophie, sa théorie des idées, devait nécessairement caractériser comme telles et comme telles maintenir. C'est pour ça que je vous parlais du côté obscur de la pensée de Platon. Platon ne peut faire certains gestes dans sa philosophie parce que ça l'anéantirait complètement. Donc, il a besoin de maintenir certaines barrières. Mais lui, au fond de lui, il n'est pas convaincu. Et c'est ça sa grandeur. C'est d'insinuer partout le doute, de le laisser apercevoir plus que de le énoncer de manière claire. Par rapport au problème de l'image, Cassirer explique que Platon réfléchit sur le fait que même la mathématique, science orientée à l'activité théorétique pure, ne peut pas éviter de s'appuyer quelque part sur le sensible. Pour montrer qu'en tant que universelle, elle est sans image, elle ne peut que se référer à l'image du cas spécifique. Pensez à la géométrie. Quand même, tout ça, ça se base sur des images. Les trajectoires des planètes, il faut bien tracer les images, sinon on ne voit pas la trajectoire. L'image en tant que telle
Elle a donc non seulement un rôle dans le domaine particulier de l'art, mais aussi dans la sphère de la connaissance pure de laquelle Platon avait essayé, sans y réussir, à la bannir et de laquelle le platonisme la bannit, à tort évidemment. De plus, bien que le dialecticien, différemment de l'artiste, se meut sur le terrain de l'intelligible, il est, comme l'artiste, inévitablement lié à la médiation du sensible, puisque les mots dont il se sert pour formuler toute cette connaissance ultime l'éloignent en une médiation qui est semblable à celle des images de la pureté que les connaissances conservent lorsqu'elles étaient encore inexprimées. Donc les mots déjà fonctionnent comme des images, fonctionnent de médiation sensible. La condition tragique que Cassirer retrouve dans la tentative de dépister un élément dernier et inconditionné à un horizon représentatif est donc irrémédiablement lié à un terme média et donc propre au philosophe comme à l'artiste. D'ailleurs, la valeur d'une telle médiaticité n'est pas nécessairement négative. En effet, elle constitue un premier degré indispensable de la connaissance philosophique la plus haute. En d'autres mots, elle est la seule voie par laquelle l'homme puisse avoir un accès, au moins partiel, à l'horizon intelligible, qui autrement lui serait barré. Ainsi, pour le Platon vieillissant, écrit Cassirer, l'ultime et extrême tension de la pensée conduit précisément à son renoncement ultime et le plus profond. Un renoncement qui ne méprise plus même le médium de l'image parce qu'elle est la seule expression spécifiquement humaine que nous puissions donner au spirituel suprême. En repensant les relations platoniciennes entre Eidos et Eidolon, Cassirer en souligne en somme la convergence essentielle. Il indique entre idée, eidos, et image, eidolon, un rapport des renvois réciproques et d'implications mutuelles, loin des antinomies du platonisme. Platon même en était bien conscient. Il était au point de concentrer sur la référence au voir idéin, qui est, comme je le disais tout à l'heure, à l'infinitif aoriste actif de orao, voir, tant le caractère de l'eidos est idos que celui de l'eidolon est idolon. Et du coup, de continuer, même dans sa vieillesse, Platon, à mettre en discussion ses positions sur les deux questions pour en repréciser tout le temps les termes. En effet, c'est justement dans sa maturité, comme on va le voir dans un instant, que Platon redéfinit les contours de ce qui pour Cassirer est le leitmotiv du platonisme, le fil rouge du platonisme, la division entre eidos et eidolon. À propos du leitmotiv du platonisme, le philosophe français Gilles Deleuze estime qu'il ne s'agit pas tellement de la division entre être et paraître, mais plutôt de la division en tant que telle, de la division en tant que méthode. Ce geste minutieux de séparation, je sépare eidos et eidolon, je sépare ça et ça. Toute la philosophie de Platon s'est faite par ces gestes de séparation, qui s'appellent en grec le geste diaérétique, de diaérésis, qui veut dire justement séparation, sur laquelle séparation se base de façon programmatique la méthode du dernier Platon. Comme l'explique Deleuze, une telle méthode correspond à la volonté de distinguer la chose même et ses images, l'original et la copie, le modèle et les simulacres. Vous voyez que la chose même rentre dans eidos, l'original, c'est un mot qui rentre dans la colonne d'eidos, le modèle, c'est un mot qui rentre dans la colonne d'eidos, alors que image, copie, simulacre sont des choses qui rentrent dans la colonne de eidolon, monde du sensible. Loin d'être simplement un principe de division et subsomption graduelle susceptible de définir de manière plus précise le contour d'un problème, le but de la méthode dichotomique, de la méthode diaérétique, commente Deleuze, est la sélection de lignées, le fait de distinguer le pur et l'impur, l'authentique et l'inauthentique. Et si vous pensez à l'illuminisme qui a tant imprégné la pensée
de Platon et la pensée illuministe. Si vous pensez justement à cette manière dichotomique de voir les choses, toute la pensée illuministe se base sur ça, parce que c'est l'ombre de la croyance contre la lumière de la science. Donc, tout ça, ça revient dans l'époque moderne, ça revient contemporain, ça revient dans toute l'histoire de la philosophie. Eh bien, c'est précisément ce type opération diaérétique que Deleuze voit à l'œuvre dans l'ouvrage Le Sophiste de Platon, où par son geste dichotomique, Platon finit d'un côté par adoucir le contraste avec les images exprimant la présence souterraine des lois mathématiques, et de l'autre par aggraver le refus vers celle abîmée par la déformation, au point de faire exploser toute distance. Comme on va le préciser dans un instant, c'est dans l'échec les plus éclatants de sa pensée que Platon dépasse le platonisme de la manière la plus sublime. Alors, nous, on a pratiquement fini le temps à notre disposition, mais moi, j'aurais encore des choses à vous dire avant d'arriver, disons, à boucler le discours comme je l'aurais voulu faire. Comme on a perdu quelques minutes au début, ça vous gêne si je déborde un peu? Est-ce que vous avez le temps de rester? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des survivants? Oui, moi je reste, merci. Oui, moi aussi. Ok. Moi aussi. Ok, Si, génial. pareil, moi aussi, je reste. Je pensais avoir tué tout le monde parce que j'entendais rien. J'imaginais si j'avais continué à parler pendant 1 heure et 2 minutes. Ça aurait été incroyable. Bon, l'article. Pardon? Je disais, on est encore là. Parfait, parfait. L'article que Deleuze consacre au problème de l'image chez Platon se trouve en appendice, si vous le cherchez, au livre qui s'intitule Logique du sens, sous le titre de Simulacre philosophie antique. C'est à la fin du livre Logique des sens, mais c'est le titre de sa première version qui avait été... C'est exactement le même article, mais il change de titre dans Logique de sens, qui est l'endroit le plus facile pour le retrouver. Mais c'est le titre de sa première version qui avait été publiée dans la revue de métaphysique et de morale en 1966 qui en révèle de manière plus explicite les références philosophiques, puisque si Cassirer avait examiné, alors le titre est Renverser les platonismes, donc vous voyez qu'on est vraiment sur la question platonicienne. Et si Cassirer avait examiné la question platonicienne de l'image sur la base de la distinction fondamentale entre être et paraître, ce qui fait Deleuze est de s'aventurer sur les terrains de la déflagration de l'universel provoquée par l'annonce de la mort de Dieu, dont Friedrich Nietzsche, grand promoteur d'un platonisme inversé, c'est ce qu'il avait dit en définissant sa philosophie, fut le premier messager. Là, vous voyez un petit morceau cité de l'aphorisme 125 du Gai Savoir qui s'intitule L'insensé. Et dans cet aphorisme, Nietzsche dit « Dieu est mort, Dieu reste mort ». Là, vous voyez à gauche Deleuze, qui aux années 60 commente l'œuvre de Nietzsche. Œuvre de Nietzsche qui avait été longtemps non lue après la guerre, parce que les nazis s'étaient appropriés de sa pensée pour la plier à justifier leurs aberrations. Et du coup, il y a eu la nécessité d'un processus de dénazification de la pensée de Nietzsche avant que les gens se remettent à lire Nietzsche. Un philosophe qui avait vu bien au-delà de son époque, un philosophe presque prophétique. Et quand il dit Dieu est mort, Dieu reste mort, je tiens à souligner, c'est une chose qu'il dit. Il est facile de penser qu'il s'agisse d'une proclamation d'athéisme, ce n'est pas du tout ça. C'est le fait de dire que le principe ultime et le plus sacré qu'on donnait à notre réalité n'a plus raison d'être, qu'il a été complètement vidé de ses valeurs.
l'époque dont parle Nietzsche, c'est une époque qu'il voit déjà, malgré Nietzsche, il vit dans la belle époque, quand on soupçonnait pas que par des litiges en famille, ça est tombé dans 2 guerres mondiales. Il meurt en 1900, donc il ne pouvait pas avoir des suspects là-dessus. Mais il voyait déjà qu'il y avait toute une crise au niveau européen qui aurait amené à la tragédie la plus immense, qui résume justement dans cette phrase déflagrante. Eh bien, Deleuze, ce qu'il fait, c'est justement de s'aventurer sur ce terrain de déflagration de l'universel, Dieu entendu comme l'universel, le principe ultime, le sens, vous l'appelez comme vous voulez, provoqué justement par cette annonce dont Nietzsche était le premier messager. Dieu est mort veut dire la vérité est morte. Il n'y a plus une vérité avec un V majuscule. Tout point de repère est perdu, a disparu. Dans l'Insensé, Nietzsche écrit « Ne sommes-nous pas précipités dans une chute continue ?» C'est ce qui crie à l'armée l'Insensé de l'aphorisme nietzschéen 125 du Gai Savoir. Et c'est là en arrière, de côté en avant, vers tous les côtés. Est-il encore un haut et un bas, il se demande. N'errons-nous pas comme à travers un néant infini? Ne sentons-nous pas le souffle du vide? Une fois disparue la vérité, une fois disparu le monde vrai, qu'est-ce qu'il nous reste? Se demande Nietzsche dans le crépuscule des idoles, notre ouvrage des mêmes années. Qu'est-ce qu'il nous reste disparu le monde vrai? Est-ce qu'il nous reste le monde apparent? Non. À ce sujet, Nietzsche est péremptoire. Nous avons aboli le monde vrai et en même temps que le monde vrai, nous avons aboli aussi le monde des apparences. Dire Dieu est mort veut dire l'homme tel qu'on le connaissait est mort. Il faut donc créer de nouveau l'homme sur cette base, sur la base d'un néant absolu, sur la base d'un sens qui n'a pas un seul sens avec un S majuscule, mais plein de sens, autant qu'il y a des sensations, si vous voulez. Pour mieux comprendre cette tonalité dramatique que Nietzsche donne aux pages du crépuscule des idoles consacrées à ce qu'il appelle l'histoire d'une erreur, il faut justement se tourner vers le sophiste platonicien. N'oubliez pas que Nietzsche était un chercheur de littérature grecque ancienne. Il ne se qualifiait pas, lui, au niveau académique, il était un professeur de philologie grecque. Donc, il n'était pas professeur de philosophie. Il a été le plus grand philosophe, mais il n'était pas un professeur de philo. Eh bien, il faut se tourner vers ces sophistes platoniciens. Les anciens sont toujours le point de repère de Nietzsche. Et il faut se tourner vers ces gestes dichotomiques par lesquels les philosophes grecs redéfinissaient l'horizon des images et préparaient contre ces intentions manifestes les présupposés de leur triomphe. Dans les sophistes, ce qui s'est fait est que Platon définit de manière très claire non seulement eidos par rapport à eidolon, l'idée par rapport à l'image, mais il fait le même type d'opération de division dans le monde des images lui-même pour mieux le saper. Eh bien, d'un côté, il décide, et il le fait en distinguant 2 types d'images par rapport à leur ressemblance au modèle. D'un côté, nous trouvons ce qui s'appelle l'eikon. Donc, l'eidolon, vous voyez, est coupé en 2, tout comme tout à l'heure, la réalité était coupée en eidos et eidolon. Là, l'eidolon est coupé en 2. Un eikon d'un côté et phantasma de l'autre côté. Donc, l'eikon, c'est la copie fidèle, celle qui ressemble intimement au modèle. La copie qui fait l'artisan quand il fait un verre en copiant l'idée de creux incarnée dans la matière par le démiurge est une bonne copie parce qu'elle reprend l'idée de creux. Donc, que ça soit fait en verre, en bois, en céramique, ce que vous voulez, quand même, ça reprend l'idée de creux. Et donc, elle est fidèle par rapport au modèle. L'artiste, par contre, il produit un fantasma parce que dans son image de verre,
il y a peut-être une affinité visuelle parfaite avec le verre, avec le matériel qui constitue son modèle, mais il n'y a pas la chose essentielle qui est le creux. Et j'arrive pas à attraper ce verre et à m'y mettre du vin. C'est pas possible. Donc, le fantasma est défini comme la copie infidèle, le simulacre. Selon l'analyse de Deleuze, le statut de bonne copie de l'icône est garanti par sa ressemblance justement intime à modèle. Le fantasma, par contre, est une image qui est basée sur une dissimilitude de fond par rapport au modèle, pas une dissimilitude apparente, parce qu'il fait semblant d'être une bonne copie, mais au fond, il ne l'est pas. Donc, il s'agit en effet d'une similitude, si vous voulez, non substantielle, mais uniquement apparente, uniquement simulée. Il s'agit d'un simulacre. Deleuze écrit ce que je vous ai mis ici. Platon divise en deux le domaine des images idoles. D'une part, les copies icônes, d'autre part, les simulacres fantasmes. Nous pouvons alors mieux définir l'ensemble de la motivation platonicienne. Il s'agit de sélectionner les prétendants en distinguant les bonnes et les mauvaises copies, ou plutôt les copies toujours bien fondées et les simulacres, toujours abîmés dans la dissemblance. Il s'agit d'assurer le triomphe des copies sur les simulacres et de les maintenir enchaînés tout au fond, de les empêcher de monter à la surface et de s'insinuer partout. En ce sens, au début du dialogue, le sophiste, le personnage qui s'appelle Théodore présente au personnage Socrate un troisième personnage, l'étranger délai, lui disant qu'il s'agit d'un véritable philosophe. Socrate, tout de suite, il met en garde l'ami et il lui dit il est nécessaire, avant d'établir si quelqu'un est un philosophe, de comprendre d'abord qui peut être considéré tel à bon droit, selon l'échelle de la ressemblance au modèle, par lequel il sera possible de tracer la ligne de démarcation séparant le vrai philosophe du faux philosophe, c'est-à-dire du sophiste, soit la bonne copie du simulacre. Une telle opération n'est pas très différente de ce qui se passe des siècles plus tard dans le film de Don Siegel, Invasion of the Body Snatchers, intitulé en français L'invasion des profanateurs des sépultures, 1956, est basé sur le roman homonyme de Jack Finney. Dans cette œuvre devenue tout à fait culte, le docteur Miles Benno, qui est monsieur que vous voyez examiner ce qui a l'air d'être un corps, ce docteur découvre que sa ville natale, la ville de Santa Mira, a été envahie par les extraterrestres. Et des extraterrestres qui en plus imitent parfaitement l'aspect des habitants, dont ils prennent la place lorsque ce dernier s'abandonne au sommeil. Des créatures, ce sont ces extraterrestres qui se multiplient à l'intérieur d'énormes gousses dont ils sortent une fois absorbés pris de leurs victimes, qui à ce moment cessent d'exister, substitués par les réplicants. Les personnes vivantes à côté des réplicants, évidemment, ignorent ce qui se passe, mais commencent à nourrir des soupçons quant au fait que quelque chose n'est pas normal, car les simulacres ressemblent au modèle d'une manière illusoire, non substantielle, par des détails insaisissables à la lumière d'un regard, la chaleur d'un geste. On s'aperçoit de la seule différence pourtant fondamentale entre les hommes et les réplicants. Les extraterrestres, ils manquent de sentiments. Mais le doute a une courte durée, car dès que les personnes en question s'endorment, elles sont immédiatement substituées par leur simulacre. Donc, tout le monde progressivement est substitué par les simulacres. Bennel, le docteur, qui ne veut pas connaître la même fin que ses concitoyens, résiste au sommeil et arrive à fuir de la ville qui est désormais peuplée uniquement par des copies des habitants originels et est devenue le centre des triages de gousses dans lesquels justement ces aliens se reproduisent, qui sont expédiés dans toutes les villes voisines. Donc c'est une véritable épidémie, si vous voulez. Pour le dire avec Deleuze, petit à petit,
les simulacres sont en train de monter à la surface et de s'insinuer partout. Demeurant dans l'impératif de la veille sans céder à l'inconscience du sommeil, le docteur arrive à donner l'alarme dans une ville où les répliquants n'ont toujours pas pris les pouvoirs, mais finit par être estimés fous. Un destin qui est d'ailleurs commun aux philosophes, à partir de celui qui, en rentrant dans la caverne platonicienne, après avoir vu qu'il ne s'agissait que d'une copie du monde des vrais, cherche à avertir ses compagnons et en est raillé jusqu'à l'insensé Nietzsche qu'on vient de nommer, lorsqu'il affirme que Dieu est mort et est moqué par la foule de ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Si vous lisez toute la en entier dans le Gai Savoir, aphorisme 125, vous allez trouver ça. Mais il arrive un moment où la découverte dans le film d'un camion chargé de gousses géantes confirme l'histoire de Bennel et les autorités lancent un style tout à fait platonicien une chasse aux répliquants, visant à les refouler, à les maintenir, pour le dire avec les mots de Deleuze qu'on a lus, enchaînés au fond. Cette entreprise, du coup, aura-t-elle le succès souhaité? Rien n'est certain. Le film s'arrête là, laissant ouvert le final. En 1982, Ridley Scott réalise un autre grand film qui a tous les caractères d'un sophiste contemporain, Blade Runner, qui est librement inspiré du roman de Philip Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Et son histoire se déroule dans les climats pluvieux d'une projection futuriste de la ville de Los Angeles, où la quasi-totalité de la faune a disparu. Et les hommes même sont encouragés à émigrer vers des colonies situées dans d'autres planètes. Outre aux animaux artificiels, il existe aussi des humains artificiels traités comme des esclaves et destinés aux missions les plus dangereuses et désagréables. Après une révolte sanglante des répliquants dans une colonie extraterrestre, il devient interdit sur Terre. Ceux qui restent sont chassés par les Blade Runners, c'est-à-dire des unités policières spéciales chargées de dépister les répliquants irréguliers, de les tuer. On appelle ça un retraite. Pourtant, un problème se pose, puisqu'ils ont été créés à partir de l'ADN humain. Les androïdes sont des copies douées d'une intelligence semblable à celle des ingénieurs qui nous ont connus et sont physiquement plus puissants que les humains. Là, vous voyez dans l'image Harrison Ford qui interprète justement un chasseur des répliquants et derrière lui, parmi des jouets, se trouve la réplicante Pris qui se cache justement en faisant semblant d'être un être inanimé. Voilà, donc encore une fois, une mise en abîme, une réplicante qui réplique un objet inanimé. Du coup, étant comme le dit le slogan de la Tyrrell Corporation, qui les produit plus humains que les humains, ils sont très, très difficiles à reconnaître. La tâche des Blade Runner, des gens comme Harrison Ford, que vous voyez dans la photo, est donc aussi celle d'examiner les suspects pour établir, avant de les retraiter ainsi dit, de les tuer, qu'il s'agisse bien des répliquants. L'agent Descartes, interprété justement par Harrison Ford, se trouve donc à distinguer en une démarche digne de Platon les bonnes et les mauvaises copies, ou plutôt les copies toujours bien fondées et les simulacres, toujours abîmés dans la ressemblance. Une dissemblance, dans la dissemblance, pardon, une dissemblance qui est cachée dans les détails infinitésimales où couve la tromperie. En effet, pour revenir à Deleuze, lecteur de Platon, si les copies icônes sont des images douées des ressemblances, une ressemblance qui ne doit pas s'entendre comme un rapport extérieur, mais plutôt comme une relation intérieure et spirituelle, mesure de la prétention pour laquelle la copie ressemble à l'idée de la chose, les simulacres sont des copies, sont des images sans ressemblance, avec une ressemblance apparente, mais sans une ressemblance intime. Ce à quoi ils prétendent, l'objet, la qualité, etc., ils y prétendent par en dessous, à la faveur d'une agression, d'une insinuation, d'une subversion, sans passer par l'idée. Prétention non fondée, qui recouvre une dissemblance comme un déséquilibre interne. Pour saper ce déséquilibre interne, les Blade Runners se servent de la dite machine Voidkamp,
un outil qui, en mesurant, c'est comme une espèce de machine de la vérité, en mesurant les contractions des iris et la présence des particules invisibles émises par le corps, enregistre le degré d'empathie des suspects précédemment stimulés par des questions soigneusement ciblées. C'est vraiment le même fonctionnement d'une machine de la vérité qu'on voit parfois dans les films et agit donc en relevant le mensonge du simulacre qui, dans sa fausse ressemblance par rapport au modèle, n'est qu'une image justement trompeuse et pourtant dangereuse et partant dangereuse. Deleuze recourt à l'exemple du catéchisme pour bien expliquer cette ressemblance mensongère et son caractère néfaste. L'homme, créé par Dieu, est créé par Dieu à son image et ressemblance. Image et ressemblance. Il perd par le péché cette ressemblance tout en gardant l'image. Une fois que l'homme a commis le péché, il perd la ressemblance et il garde uniquement l'image de Dieu, la ressemblance, superficielle. Il y a dans le simulacre, poursuit Deleuze, un devenir fou, un devenir illimité. Pensons à un troisième et dernier, là je vais terminer, film culte, c'est-à-dire le film The Thing de John Carpenter, qui est sorti la même année que Blade Runner. Dans une station, peut-être vous avez vu, de recherche américaine en Antarctique, il y a une créature extraterrestre capable d'imiter parfaitement, voilà l'image de The Thing, toute autre forme de vie et commence du coup à remplacer des chiens, puis ensuite il se tourne vers les humains qui essayent de le tuer. Malgré leur tentative, la chose, ainsi s'appelle justement cet extraterrestre, il appelait de façon psychanalytique la chose, the thing, ressurgit toujours en un devenir illimité par lequel elle se transforme dans l'un ou l'autre des chercheurs, les condamnant à une fin épouvantable et à un sens constant de menace, parce que qui sera la chose? On ne sait pas. On ne sait pas qui est la chose. La tension du film se construit sur le soupçon justement croissant des chercheurs, sur leur paranoïa, sur ce devenir fou déclenché par la mobilité horrifiante du simulacre. Il y a parmi nous quelqu'un qui n'est pas ce qu'il paraît, dit le docteur McReady, interprété par Kurt Russell que vous voyez dans l'image. Dépister la mauvaise copie, éliminer ou au moins limiter son monstrueux devenir est la tâche des chercheurs de The Thing comme du philosophe dans le sophiste de Platon. Et alors là, je vous laisse à deux exemples de deepfake, c'est-à-dire un exemple, c'est du deepfake. Je vous le montre maintenant si ça marche. Attendez. For instance, they could have me say things like, Killmonger was right. Là, vous avez un Obama qui dit des choses qu'Obama ne dirait jamais, qui est tout à fait vraisemblable, et pourtant, il s'agit de quelqu'un d'autre. Vous savez que désormais, les deepfakes, vous voyez cette vidéo, elle est même vieille, elle est de 2018. Désormais, on est arrivé à un niveau de perfection dans le deepfake qui est incroyable. Et donc, la question que Platon justement posait à propos de quel est le vrai, quel est le faux, qui est le fake et qui ne l'est pas, est une question d'une actualité époustouflante. Aussi dans le monde de l'art, là par exemple, je vous ai mis une image d'un artiste français qui s'appelle Yak, galerie NFT Elix dans le métaverse. Peut-être vous connaissez Elix, il apparaît souvent dans des publicités liées au mouvement pour sauver la planète, etc., puisqu'il est ambassadeur des Nations Unies. Eh bien,
La question NFT sur laquelle on a beaucoup débattu, la bulle, elle est déjà désormais explosée, voilà. Mais elle pose toujours la même question. Quel est l'original dans un monde comme celui d'Internet où les copies prolifèrent toutes pareilles, où on ne peut plus distinguer un original de sa copie. Et du coup, on se met à créer des smart contracts pour décider que ça, c'est l'original, de façon absolument délibérée. Donc, pour montrer que c'est des choses qui vraiment, et là j'arrête mon partage, qui vraiment impliquent des réflexions sur ce qui est notre monde d'aujourd'hui et notre monde de l'art également. Voilà. Moi, heureusement, j'ai terminé parce que effectivement, c'était un peu long. J'espère que ce que j'ai dit, c'était clair pour vous, que vous avez trouvé des points de réflexion là-dessus. Et est-ce qu'il y a des questions ou des choses qui ne sont pas du tout claires ou des remarques ou des choses des réflexions que vous voulez partager? Je suis en train de regarder vos messages. Je suis désolée pour le son. J'avais rien vu parce que quand on partage l'écran, après, on voit plus rien. Ok, il y a des filles qui ont dû partir. Voilà, oui, c'est intense, c'est vrai, c'était intense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole là-dessus? Même des réflexions justement sur ce qui se passe aujourd'hui avec ces deepfakes et avec les NFT du point de vue des artistes. Je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Sinon, je vous donnerai rendez-vous à demain et on aura encore la manière de rediscuter une fois que toutes ces informations ont été processées, parce que c'est pas évident peut-être d'intervenir tout de suite. Voilà, je vois que personne n'essaye de prendre la parole. Donc, moi, il me reste juste à vous remercier beaucoup, beaucoup pour votre attention, pour avoir résisté jusqu'à la fin. Il faut d'abord digérer, c'est ça. Donc, je vous laisse digérer tranquillement et je vous vois demain à la même heure. Donc, très bonne soirée à vous. Merci. Merci. Martha. Merci, Martha. Merci. Vraiment très, très intéressant. À demain. À demain. Martha, merci. Bye. Bisous, merci. À demain.